Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 120. Alors, une fois de plus, on passe une nouvelle dizaine pour les petits exos de colle et ça fait grandement plaisir à voir, de voir cette banque d'exercices pour les classes préparatoires aux grandes écoles croître de plus en plus et de voir aussi de plus en plus de curieux s'intéresser à la chaîne, curieux pour apprendre des mathématiques plus poussées ou tout simplement peut-être pour se préparer à d'autres types de concours comme l'agrégation ou le CAPES. Je pense aussi à vous. Donc ça fait grandement plaisir à voir. Et je tiens également à signaler qu'on va bientôt atteindre la barre des 250 exercices si on cumule exos de colle et petits exos de colle. Donc on se rapproche dangereusement, j'ai envie de dire, mais avec grand plaisir de la barre, l'objectif que je m'étais fixé au tout début de la chaîne, il y a plus de 4 ans de cela, c'est-à-dire les 300 exercices cumulés, exos de colle et petits exos de colle. Je pense qu'il nous faudra encore une année pour atteindre cet objectif. Il y a de fortes chances, en tout cas si j'arrive à maintenir un rythme de sortie vidéo assez régulier comme j'essaye encore de le maintenir aujourd'hui. Et c'est incroyable l'aventure que cela m'a offert puisque je dois dire qu'au tout début, je ne m'attendais pas à ce que cela dure aussi longtemps. Je pensais simplement sortir des vidéos quand bon me semblait, quand j'avais vraiment envie. Et au début, c'est comme ça que je voyais la chaîne YouTube comme une espèce de défouloir pour sortir un petit peu des exercices et partager un petit peu de ma passion. Petit à petit, j'ai voulu essayer de poser des créneaux réguliers pour les sorties vidéo afin de permettre au plus grand nombre d'essayer de suivre les sorties vidéo. Et j'essaye encore aujourd'hui de maintenir un rythme régulier, bien que cela est encore assez difficile pour moi, en tout cas ces derniers mois, c'est encore assez difficile, mais il faudra que je vous raconte tout ça à travers une autre vidéo. J'ai pas envie d'alourdir davantage cette vidéo. Bref, voilà, tout simplement pour vous remercier une fois de plus pour tout le soutien que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant, que ce soit des commentaires, des échanges de mails, voire même des échanges tout court, vidéoconférence ou téléphone. Et bien sûr, ceux également qui posent un pouce, ça fait aussi toujours plaisir à voir. Voilà, c'est incroyable. Et voilà, je tenais simplement à vous remercier. Bien sûr, encore une fois, je garde tous les détails que j'aimerais vous raconter pour de prochaines vidéos. Pour l'heure, on va donc se concentrer pour ce nouvel exercice que j'aimerais vous proposer autour de l'arithmétique. Et à vrai dire, cet exercice va être le début d'une série d'exercices, une petite série cette fois-ci, une série de 3 exercices, où nous allons démontrer ce qu'on appelle la loi de réciprocité quadratique autour du symbole de Legendre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous introduire ce symbole de Legendre à travers cet exercice. L'énoncé précis du jour est donc le suivant, soit P, un nombre premier, et A, un entier relatif. On va noter A bar, la classe de A dans Z sur PZ. Et on va définir le symbole de Legendre qui s'écrit de la manière suivante, A sur P entre parenthèses, et qui va être égal à 0 si P divise A, qui va être égal à 1 si A bar n'est pas nul et est un carré, et moins 1 si on ne remplit pas les deux précédents cas. Le but du jeu sera de démontrer que pour n'importe quel nombre premier P différent de 2, donc sous-entendu supérieur ou égal à 3, et n'importe quel antirelatif A, nous avons cette drôle d'égalité où on peut donc finalement faire correspondre le calcul du symbole de Legendre à un calcul de puissance de l'élément A et dans sa classe Z sur PZ. Donc cet exercice est un très joli exercice qui peut s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire. J'ai des doutes si on peut vraiment attaquer ça en première année de classe préparatoire, à moins d'avoir un professeur qui a eu la gentillesse d'aller assez loin dans l'arithmétique et peut-être même proposer 2-3 choses qui sont en lien avec la structure du groupe Z sur PZ. Mais je pense plus que cet exercice est adapté à des étudiants de deuxième année de classe préparatoire, car avoir un petit peu de bagage sur le groupe Z sur PZ, cela va aider énormément pour pouvoir résoudre cet exercice complètement. Donc, notez également qu'une conséquence intéressante de ce résultat est la multiplicativité complète du symbole de Legendre, sous-entendu, si je fais le symbole de Legendre suivant A sur P avec B sur P et que je fais le produit des deux, alors ceci revient à la même chose que A fois B sur P en symbole de Legendre. Et ça, c'est vrai, peu importe le A et le B que l'on pourrait choisir comme antirelatifs. Normalement, quand on parle de multiplicativité sur des fonctions dites arithmétiques, c'est-à-dire des fonctions qui vont de n vers n ou de n étoile vers n étoile, bien sûr, cela peut dépendre des définitions précises, mais bref, ou voire même plutôt de n vers z, enfin bref,
On peut définir de bien des manières ce qu'on entend par fonction arithmétique, mais pour la plupart en tout cas de ce type de fonction, comme par exemple l'indicatrice de l'air, quand on entend la multiplicativité, on entend souvent avoir cette propriété-là à condition que A et B soient premiers entre eux. Ici, il n'y a aucune condition sur A et B, et c'est ça qui fait que nous avons une fonction multiplicative complète. Voilà. Donc ça, c'est quand même une propriété assez forte du symbole de Legendre qui va être d'ailleurs très utile pour démontrer des résultats assez jolis, et notamment la loi de réciprocité quadratique qui sera un futur exo de colle. Peut-être pas le prochain, mais en tout cas un futur exo de colle à attaquer ensemble. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Pas grand-chose d'autre. J'aimerais vous laisser le loisir de bien réfléchir à cet exercice. Donc, comme je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est pas un exercice très difficile, mais quand même qui demande un peu de technicité. Alors bien sûr, il y a un cas de figure hyper simple où je vais quasiment rien écrire pour pas vous faire d'affront. C'est le cas où P divise A. Le cas où P divise A, bien sûr, la classe de A dans Z sur PZ, c'est 0. Et puis, par rapport à la définition du symbole de Legendre, le symbole de Legendre vaut 0. Donc après, par passage dans Z sur PZ, on va obtenir encore une fois 0. Donc on est bien content. Les deux valeurs coïncident. Alors maintenant, on va s'intéresser donc au cas où P ne divise pas A. Et comme P est un nombre premier, cela revient à la même chose que de dire que P et A sont premiers entre eux. Et cela aussi revient à la même chose que de dire que A est un élément, donc A bar est un élément inversible de Z sur PZ3. Alors, il y a plusieurs trucs assez intéressants liés au symbole de Legendre et ce qu'on veut démontrer. Et moi, ce que je vais vous proposer de démontrer, c'est un truc qui va nous permettre d'arriver au résultat exact. J'aimerais démontrer en fait que A bar non nul est un carré de Z sur PZ si et seulement si, nous avons ce truc-là qui est égal à 1. J'écris, montrons que A bar non nul est un carré si et seulement si on a A bar à la puissance P-1 sur 2 qui est égal à 1. Si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà refaire une pause sur la vidéo pour essayer de répondre à cette question avant que je ne donne une indication supplémentaire. Ok, alors maintenant je me lance. Donc, pour démontrer cette équivalence, évidemment, il y a un sens qui est très simple. Le sens très simple, c'est le suivant. En effet, si A bar est un carré, vous pouvez écrire qu'il existe un B dans Z tel que A bar, c'est la même chose que B bar carré. Et donc, cela va impliquer que A bar à la puissance P-1 sur 2, c'est égal alors à B bar à la puissance P-1. Et vous pouvez utiliser le théorème ou la formule de l'air Fermat, qui est une formule que nous avons vue ensemble dans un petit exo de colle précédent, le petit exo de colle numéro 40, il date un petit peu celui-là, mais c'est un résultat très classique de deuxième année de classe préparatoire, donc bon, je pense que ça ne fera pas de mal de faire de la révision si ça vous intéresse, pour comment on prouve le résultat demandé ici, mais bref, voilà, donc le théorème de Fermat, de l'air Fermat s'applique proprement ici, et nous obtenons directement que ce truc-là est bien égal à 1 bar, et donc on est content, on vient de démontrer le sens direct. C'est pour le sens réciproque que les choses vont se corser, et l'idée va être de étudier un polynôme et un morphisme. On va regarder deux choses en même temps. On va regarder, donc, le polynôme qu'on va regarder, c'est le suivant, soit Q égale donc P, X à la puissance P-1 sur 2 moins 1 bar, qui est un polynôme dans Z sur PZ croix. Et il y a plusieurs choses qu'on peut d'ores et déjà dire. La première, c'est que les carrés sont des racines de ce polynôme. Donc, les carrés dans Z sur PZ croix sont racines de Q. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose qu'on peut aussi affirmer, c'est que le nombre de racines c'est au plus, en fait P-1 sur 2. Car le nombre de racines du polynôme Q, c'est exactement
au plus le degré du polynôme Q. Bien évidemment, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire ici, puisque le polynôme ici n'est pas un polynôme dans ses crochets X. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas affirmer que le polynôme est scindé, en racine simple, par exemple, ou scindé tout court. Vous ne pouvez pas me dire ça, même si vous auriez peut-être très envie de le dire, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire là. D'ailleurs, un autre truc, quand on a un polynôme de degré à un certain nombre, enfin en tout cas un degré suffisamment grand, il est fort probable qu'il y ait aucune racine. Hein. On peut avoir des polynômes qui n'ont aucune racine. Pour donner un exemple très rapide, juste pour que ce soit clair, prenez z sur 2z et prenez par exemple le polynôme x carré plus x plus 1. Ça, c'est un polynôme de degré 2 qui n'admet aucune racine dans z sur 2z. Donc en effet, il est irréductible, mais c'est pas une obligation. Je pourrais très bien prendre le même polynôme, mais je le mettre au carré. Si je prends le même polynôme mis au carré, ce polynôme-là ne sera même pas irréductible, et pourtant il a aucune racine. D'accord? Donc il y a plein de trucs un peu bizarres qui peuvent se produire quand on travaille avec des polynômes sur un corps fini. Donc il faut vraiment faire très gaffe. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même sur un corps plus ou moins tout court, tant qu'il n'est pas algébriquement clos ou ce genre de choses qui permettent de s'assurer le fait que le polynôme est scindé. Bref, en tout cas, la propriété que je viens de décrire là en disant que le nombre de racines est au plus égal à P-1 sur 2, ceci est toujours vérifié, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Bien, alors il y a deux choses qu'on voit, donc ça veut dire qu'en fait le nombre de carrés de z sur pz croix, on sait que ça va être au plus P-1 sur 2. Et l'objectif, ça va être de montrer en fait que le nombre de carrés dans z sur pz croix, c'est exactement P-1 sur 2. Et comment on va faire ça? En fait, on va utiliser un autre morphisme. On n'a pas un autre morphisme, parce que j'en ai pas introduit d'autres, mais on va introduire un morphisme de groupe, et ce morphisme, ça va être tout simplement la fonction carré. Donc soit alors, phi, la fonction qui va aller de z sur pz croix vers z sur pz croix, qui à x bar, on va dire, associe x bar au carré. Voilà. Alors, c'est assez évident de vérifier que phi est un endomorphisme de groupe. Endomorphisme parce que c'est une application qui va de l'ensemble vers lui-même, et de groupe. Ici, on respecte la structure de groupe donnée par le produit. D'accord? Donc là, ici, en effet, si je fais x bar fois y bar et que je mets tout ça au carré, c'est la même chose que x bar au carré fois y bar au carré. Voilà. Donc, en effet, on a bien un morphisme de groupe, on est content. Et qu'est-ce qu'on fait généralement quand on étudie un morphisme de groupe? On aime bien regarder son noyau, et puis, si cela est possible, on aimerait aussi regarder son image. Donc, on peut noter que son image fait partie des carrés que l'on peut obtenir dans z sur pz croix. Et puis, un autre truc qu'on peut aussi constater, c'est que, en fait, ce morphisme-là, il est surjectif. Donc ça, c'est pas très difficile à constater, puisque étant donné qu'un carré doit pouvoir s'écrire comme le carré de quelqu'un, donc comme un certain phi de quelqu'un, bon, c'est assez clair que l'image de phi, c'est donc les carrés de z sur pz, croix. Mais après, on peut s'intéresser aussi au noyau. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc l'image est assez évidente. Ce sont tous les carrés de z sur pz croix. Ça, normalement, c'est assez clair. Et puis, une fois qu'on a l'image, on va regarder le noyau. Alors maintenant, soit un élément x bar dans le noyau. Bon, j'écris ça, ça équivaut à dire que x bar carré moins 1 bar est égal à 0 bar. Et donc, bon là, vous pouvez, on va dire, il y a deux écoles. Soit vous faites une preuve par de l'arithmétique, soit vous faites une preuve en utilisant des questions de structure de z sur pz. Ici, comme je propose une résolution de deuxième année, je vais y aller avec un énorme marteau en utilisant la structure de corps. Donc, en effet, on sait que z sur pz plus croix, c'est un corps. Et donc, par conséquent, c'est un anneau intègre. Et donc, qui dit anneau intègre dit que si j'ai un produit qui vaut 0, alors l'un des deux facteurs vaut 0. Et donc, x bar carré moins 1 bar étant égal à x bar carré plus 1 bar, hop, plus 1 bar, fois x bar carré, enfin x bar, il n'y a pas de carré, x bar moins 1 bar, hop, et qu'on a ceci, donc ce produit qui vaut 0, alors ça équivaut à dire que x bar est alors égal à moins 1 bar ou x bar est égal à 1 bar. Et donc voilà, on a notre noyau. Quart de phi, c'est donc réduit à plus ou moins 1.
Alors maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est donc de compter le nombre d'éléments qu'on a dans l'image. Alors là, pour les gens qui ont un niveau supérieur, normalement, à partir de là où j'en suis, vous pouvez d'ores et déjà conclure. Comment on peut conclure quand on a un niveau assez élevé? On peut penser au quotient de groupe, et notamment au théorème d'isomorphisme, qui permet de dire que si je quotiente mon groupe Z sur PZ par le noyau, je trouve l'image, et pour déterminer le nombre d'éléments qu'il y a là-dedans, il suffit tout bêtement de faire le quotient des deux cardinalités, donc c'est-à-dire Z sur PZ croix, qui est ici contient en fait P-1 éléments, et je dois diviser par le nombre d'éléments qu'on a dans le noyau, c'est-à-dire 2. Donc en effet, on pourra conclure que le nombre d'éléments qu'on a dans l'image, c'est bien P-1 sur 2. Ici, j'aimerais éviter de passer par cette histoire de quotient, et pour éviter cette histoire de quotient, ce que je vais faire, c'est juste, je vais montrer que mon morphisme phi, il est injectif si je me réduis à regarder des éléments dans Z sur PZ croix qui correspondent ou qui ont comme représentant un élément qui est compris entre 1 et P-1 sur 2. En faisant ça, je vais pouvoir conclure. Et en fait, ça revient vraiment à la même chose. Les deux approches reviennent vraiment à la même chose, puisqu'en fait, dans le cas où je vais montrer l'injectivité comme là, je vais faire là, eh bien, j'aurais en fait fait le quotient en disant, j'ai pas envie de faire intervenir un élément et son opposé dans le même ensemble. Autrement dit, ça revient presque à identifier un élément avec son opposé. Ok, donc, je vais écrire. Considérons alors phi induit sur les éléments 1 jusqu'à P-1 sur 2. Et on peut montrer alors que ce phi induit est injectif. Alors réfléchissons un instant, prenons donc x et y, deux éléments, donc j'ai oublié de mettre des barres, donc deux éléments dans z, et donc si vous voulez, on peut même carrément dire deux éléments dans 1 P-1 sur 2, tel que, eh bien je vais avoir x bar carré qui est égal à y bar carré. Vous pouvez faire exactement la même méthode que l'on a employée ici, en utilisant l'identité remarquable, x carré moins y carré, qui pourra s'écrire x plus y fois x moins y, et conclure par intégrité une nouvelle fois que cela revient alors à dire que x bar est égal à y bar ou x bar est égal à moins y bar. Alors x bar égale y bar, ça on est plutôt content. C'est pas forcément un problème, et c'est tout à fait normal. Par contre, x bar égale moins y bar, là on a un petit problème, car en effet, le fait d'avoir pris ces éléments-là qui vont de 1 jusqu'à P-1, ce moins y bar ne peut pas être dans l'ensemble des classes qui est là-haut. C'est-à-dire que cet élément-là, vous pouvez pour l'instant affirmer qu'il est dans la classe des opposés. Ok, et ces opposés, vous pouvez ensuite remplacer, si vous voulez, par les éléments en eux-mêmes positifs. Donc ça, c'est la même chose que regarder la classe de P-1, la classe de P-2, jusqu'à la classe de P-P-1 sur 2. Ça, c'est la même chose que P plus 1 sur 2. Et donc, vous pourrez constater qu'en effet, il n'y a aucune intersection entre les classes d'éléments qui sont ici et les classes d'éléments qui sont ici. Et l'idée d'avoir pris ces éléments-là pour en fait faire le tour de tous les carrés peut vous venir soit de cette histoire de noyau, où vous voyez qu'il y a plus et moins 1 qui apparaissent, donc ça veut dire qu'il faut identifier ce qui est positif de ce qui est négatif en termes de classe, si vous voulez. Ou alors, vous pourriez aussi faire des exemples et remplacer P par une valeur précise et vous rendre compte qu'en effet, à partir du moment où vous arrivez à P-1 sur 2, vous voyez que vous allez vous retrouver avec des valeurs qui vont être symétriques. Et donc, en jouant avec cette idée-là, là, vous voyez que je me retrouve avec une classe qui est là-dedans. Et donc, par conséquent, elle n'est clairement pas dans l'ensemble des classes que j'ai considérées. Donc, ça veut dire que cette deuxième possibilité est impossible. Et donc j'ai terminé, je viens de démontrer que si j'ai x bar carré qui est égal à y bar carré, alors x bar est égal à y bar. Ce qui permet en effet de conclure que phi est injective sur cet ensemble là-bas. Et si phi est injective, ça veut dire, comme phi était déjà surjective, alors après vous pourriez me dire, oui, mais
c'est pas, enfin, tu pourrais ne pas être content sur la surjectivité parce que j'ai réduit à un certain ensemble. Oui, mais vous pouvez, comme je l'ai dit hein, là à l'instant, toutes les classes de Z sur PZ croix sont représentées soit par un élément là-dedans, soit par l'opposé d'un élément là-dedans. Et donc, bah, en fait, vous venez de montrer que le nombre d'éléments qu'il va y avoir dans les carrés, donc, alors, mais si vous n'êtes pas content de cette façon de dire, vous pouvez toujours dire, bah là, on a alors réussi à démontrer qu'il y a au moins P-1 sur 2 carrés dans Z sur PZ croix. Mais vous savez que tous ces carrés doivent être des racines du polynôme que j'ai dit tantôt. Et ce polynôme, il devait avoir au plus P-1 sur 2 racines. Donc ceci vous permettrait de conclure, si vous voulez, d'une autre manière, que le nombre de carrés, c'est exactement P-1 sur 2. Donc on a alors P-1 sur 2 carré dans Z sur PZ croix. Et donc ça veut dire que le polynôme Q a exactement, donc le polynôme Q que j'ai donné tantôt, que je vais rappeler ici, donc ce polynôme-là admet exactement P-1 sur 2 racines distinctes qui sont toutes des carrés. Des carrés de Z sur PZ croix. Et donc, bah, là, c'est terminé. Puisque si vous n'êtes pas un carré, vous ne pouvez pas annuler ce polynôme. Puisque ce polynôme, en fait, tous les carrés doivent l'annuler et exactement tous les carrés l'annulent. Donc, bah, c'est terminé. Donc, ainsi, si A puissance P-1 sur 2, A bar puissance P-1 sur 2 est égal à 1, alors A bar est un carré de Z sur PZ croix. Et donc bah là on peut conclure. Alors en effet, si j'utilise maintenant les symboles de Legendre, si A bar est un carré, A bar non nul, alors dans ce cas-là, vous êtes ici, et donc bah, c'est assez clair que vous obtenez ceci. Si par contre A bar n'est pas un carré, vous vous retrouvez dans cette situation-là, hein, donc dans le sinon, ok ? Et bah, c'est maintenant, grâce à ce que je viens de démontrer, on vient de démontrer que si A bar, donc ainsi, alors maintenant, hop, si A bar n'est pas un carré, de Z sur PZ croix, alors on a toujours quand même A bar à la puissance P-1 sur 2 qui appartient au noyau de phi, car en effet, si vous le mettez au carré, hein, ce truc, hein, sur 2 au carré, vous vous retrouvez avec A bar à la puissance P-1, et encore une fois, par Euler-Fermat, vous concluez que vous obtenez un bar. D'accord ? Donc cet élément-là, c'est toujours un élément du noyau. Mais cet élément du noyau, ça ne peut pas être un bar, étant donné que ce n'est pas un carré. Donc ce truc-là ne peut pas être égal à 1 bar, d'après ce qui précède. Donc, bah, pas le choix, il faut que ce truc-là soit égal à moins 1 bar. D'où A à la puissance A bar à la puissance P-1 sur 2 doit être égal à moins 1 bar. Et bon, bah, si je récapitule un petit peu tout ce que j'ai fait, on peut alors conclure le résultat demandé. Donc, un petit récapitulatif. Si, donc, conclusion. Donc, si P divise A, on a bien A bar à la puissance P-1 sur 2 qui est égal à 0 bar et qui est bien égal au symbole de Legendre sous la barre. On est bien. Ensuite, si A bar est différent de 0 bar est un carré, par ce qui précède, on a alors que A bar à la puissance P-1 sur 2, c'est bien égal à 1 bar, et ce 1 bar, c'est bien le symbole de Legendre sous la barre, on est bien. Et puis, sinon, alors on a A bar à la puissance P-1 sur 2 qui doit être égal à moins 1 bar, et moins 1 bar, bah, c'est bien le symbole de Legendre sous la barre, donc A sur
P, A sur P, j'ai dit bar. Et voilà, ceci donc conclut l'exercice. Voilà, hein, c'est un très joli exercice. Je pense que c'est un exercice quand même, en dehors de l'histoire du symbole de Legendre, ça reste un exercice hyper classique de deuxième année de classe préparatoire à étudier les éléments au carré dans Z sur PZ ou Z sur PZ croix. Et donc d'essayer de les dénombrer, par exemple, déjà ça c'est un très joli exercice en soi. Et puis un autre truc assez intéressant, c'est justement comment les caractériser. Et les caractériser, bah voilà comment on peut les caractériser en mettant le A bar à la puissance P-1 sur 2. Ce qui revient donc à la même chose que de regarder les racines carrées de 1. Et donc les racines carrées de 1, vous avez 1 et moins 1, etc. Et il y a quelques petites conséquences assez rigolotes à ce résultat, puisque comme vous pouvez le voir, on peut vraiment décider à quelles conditions est-ce que ce truc-là est égal à 1, de manière calculatoire pour la plupart des valeurs, enfin en tout cas pour des valeurs relativement simples. Et donc on peut facilement, en faisant ce calcul-là, vérifier si un nombre est un carré dans Z sur PZ. Je vais me permettre de faire donc quelques petites formules classiques, je pense, de symboles de Legendre pour conclure cet exercice, pour montrer un intérêt. Et puis on verra plus tard, après avoir fait la loi de réciprocité, un autre intérêt très sympathique à ces symboles de Legendre. Hop. Alors un exemple que j'aimerais aborder, c'est par exemple, et ça fait partie des exercices classiques de deuxième année de classe préparatoire, c'est toujours en travaillant dans Z sur PZ, est-ce qu'on pourrait déterminer des racines carrées de moins 1 dans Z sur PZ. Donc autrement dit, à quelles conditions est-ce que moins 1 est un carré dans Z sur PZ? Et bien d'après ce qu'on a dit tantôt, pour déterminer ce symbole de Legendre, on peut s'amuser à regarder moins 1 à la puissance P-1 sur 2. Et donc bien sûr, normalement je dois mettre des barres, mais bien évidemment, je ne suis pas obligé de mettre des barres maintenant qu'on en est là. Donc on pourra constater que si P égale 2, ça c'est un cas particulier qui n'est pas traité dans cette formule, mais si P égale 2, ce truc-là c'est toujours égal à 1, donc moins 1 est bien un carré dans Z sur 2Z, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dès qu'on prend un P plus grand que 3, là c'est déjà un peu moins évident de savoir à quelles conditions est-ce que moins 1 est un carré. Et donc pour le déterminer, on peut le faire avec ce calcul-là. Et on se rend compte que si on veut que ça marche, il faut que ce truc-là soit pair. Donc pour que ce truc-là soit pair, donc P-1 sur 2 pair, ça veut dire que P-1 est un multiple de 4. Et donc ça veut dire que P doit être un multiple de 4 plus 1 au final. Donc autrement dit, donc là vous allez vous retrouver avec ce truc-là qui va valoir 1 si P est congru à 1 modulo 4, et ça va être égal à moins 1 si P est congru à 3 modulo 4. Bien sûr, ici je peux inclure le cas où P égale 2, si vous voulez, comme ça, il n'y a pas de difficulté. Et donc, ça veut dire que ce truc-là est égal à 1 si et seulement si, donc P est congru à 1 modulo 4, ou P est égal à 2. Voilà. Donc ça veut dire que si je prends par exemple P égale 5, moins 1 est un carré dans 5 sur, Z sur 5Z, et un carré que vous pouvez prendre, enfin une racine carrée que vous pourriez prendre, ça serait 2 par exemple. 2 au carré, ça fait 4, et en effet 4 c'est bien moins 1 dans Z sur 5Z. À savoir que ce truc-là, aussi, le fait de déterminer que moins 1 est un carré ou pas, c'est très très lié à la question de savoir si on peut décomposer le nombre premier comme somme de deux carrés. C'est vraiment très très proche de ça en fait. On est très très proche du théorème des deux carrés de Gauss, qu'on a déjà d'ailleurs abordé sur cette chaîne. Et donc, je pense que c'est quand même assez intéressant de voir à quel point en effet les choses sont assez liées les unes aux autres. Et en fait, il existe une autre preuve qui passe par là, qui passe par cette question-là, de ce théorème de Gauss donné donc pour la somme des deux carrés. Bien, après, on pourrait s'amuser à faire d'autres exemples en regardant qu'est-ce que ça donne avec 2, etc. Je ne veux peut-être pas passer énormément de temps sur des exemples de calcul, mais voilà, on verra un tout petit peu plus tard, pas pour le prochain exo de colle, enfin en tout cas pas pour l'exo de colle qui parlera de la loi de réciprocité, mais on pourra parler de ça dans une application pour voir en effet en quoi savoir ce genre de choses pourrait servir autre que pour démontrer des théorèmes comme le théorème de Gauss des deux carrés, juste montrer des cas pratiques qui pourraient être aussi intéressants juste à voir et à étudier. Et puis voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, non? Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne.
De manière plus générale, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!